Mes chers amis, bien bonjour. Jeune homme connu pour sa très grande beauté et ayant conquis le cœur de 2 déesses, rien que ça, selon le mythe, Adonis est une divinité que l'on relie la plupart du temps à la végétation et d'une certaine manière au plaisir, à la séduction, mais plus au plaisir côté adultère. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir justement ce jeune homme dont le mythe est à la fois présent chez les Phéniciens, mais aussi chez les Grecs bien plus tard, et également le culte d'Adonis qui est relié au culte des dieux en lien, enfin divinité plutôt en lien avec la végétation, notamment avec Perséphone, mais d'une certaine aussi manière avec Déméter. Mais également, je vous propose de découvrir aussi tout ce qui entoure justement cet aspect autour de la séduction, autour de l'aspect amour adultère, en d'autres termes, tout ce qui relie en fait la personnalité d'Adonis et le culte d'Adonis en lui-même. La figure d'Adonis est présente dans un premier temps chez les Phéniciens comme divinité de la végétation, puis elle est exportée vers le monde grec, puis ensuite le monde romain bien après. Chez les Phéniciens, le nom Adonis vient du mot phénicien Adon, qui signifie seigneur. Si on se réfère au mythe, que ce soit chez les Phéniciens ou chez les Grecs, Adonis est le fils de Myra, ou Smyrna selon les versions, et du père de cette dernière, Théias, qui est roi des Assyriens, roi des Syriens selon encore une fois les historiens vers qui on va se tourner. Enceinte de son propre père, cette dernière supplie les dieux de lui venir en aide afin d'échapper à la colère justement de ce dernier, de son père, car ce dernier voulait la supprimer, car son père avait pris conscience de l'atrocité de la chose, enfin du moins du fait qu'il avait eu comme maîtresse sa propre fille. Les dieux, ayant pitié de la jeune fille, décident donc de la transformer en arbuste, et cet arbuste va devenir plus tard la myrrhe. Ce fameux arbuste qui est utilisé beaucoup pour les cosmétiques, mais pas que. À la naissance d'Adonis, Aphrodite, qu'on appelle Astar ou Astarté, selon les versions, tombe amoureuse de ce dernier. Ce dernier, on est bien d'accord, est un nouveau-né. Toutefois, elle souhaite lui offrir une vie dorée, une vie un peu insouciante et sans souci. Et pour cela, elle va le confier à Perséphone, qui est l'épouse d'Hadès et la maîtresse du monde souterrain. Cette dernière va élever Adonis, mais elle va également tomber amoureuse d'Adonis quand celui-ci va devenir un adolescent. Lorsqu'Aphrodite va réclamer entre guillemets Adonis qui a grandi, qui est devenu un adolescent, la femme d'Hadès va refuser catégoriquement de lui remettre le jeune homme, et c'est rien, c'est niet. Aphrodite décide donc, vu qu'elle ne veut pas le faire remonter vers le monde d'en haut, de descendre carrément aux enfers pour aller le récupérer. Mais Perséphone persiste, elle ne veut pas le lui rendre. Voyant que les 2 déesses ne fléchissaient pas dans leur position, et surtout que ça commençait à devenir une situation épineuse, ces dernières vont décider d'avoir recours à un juge, à un arbitre, et qui de mieux pour arbitrer cette situation épineuse que Zeus, le seigneur de l'Olympe, afin que ce dernier tranche, se prononce. Si vous vous souvenez bien, nous avions déjà vu ce cas de figure quand nous avions abordé Déméter, quand il a fallu que Zeus intervienne entre Hadès et Déméter par rapport au sort de Perséphone. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Zeus rend un jugement, à savoir qu'il préconise qu'Adonis passe le printemps et l'été avec Aphrodite, et l'automne et l'hiver avec Perséphone. Il fait donc en fait des allers-retours entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et si vous vous souvenez bien de ce que nous avions dit sur Déméter, c'est un peu le même genre de problème un peu pour Perséphone. Perséphone, dans ce fameux jugement avec Zeus, devait passer le printemps et l'été avec sa mère Déméter et l'automne et l'hiver avec son époux Hadès. Donc on peut faire un peu le parallèle entre les 2 divinités qui font un petit peu la même chose, c'est-à-dire ces allers-retours entre le monde des vivants et le monde souterrain. Cette situation, Adonis s'en accommode, voire en est très content, et il peut s'adonner, quand il est dans le monde d'en haut, à la chasse. Il peut s'adonner à la chasse, à toute autre situation de plaisir. Bref, il s'adonne à une vie totalement idyllique. Mais cette passion pour la chasse va causer sa mort et bien plus. En effet, lors d'une partie de chasse à laquelle il participe, comme on peut se l'imaginer, dans une forêt qui devait être certainement sous la protection d'Artémis, celui-ci affronte un sanglier, et un sanglier, on peut s'imaginer bien féroce, dont la colère, dont la férocité elle-même avait été attissée par Artémis, soit par la colère de cette dernière, soit par la jalousie d'Artémis. On ne sait pas trop à ce niveau-là. Toujours est-il que l'animal blesse mortellement Adonis, et ce dernier va mourir dans ce que les
on distingue comme étant un champ de laitue. Et dans ce champ de laitue, le sang d'Adonis va donner naissance à une fleur qu'on va appeler l'anémone. L'anémone, alors on va trouver soit la rose, soit l'anémone. J'avais bien pu trouver l'anémone par rapport à cela. Donc, souvenez-vous, on avait aussi abordé ça également pour Narcisse. Quand la Narcisse est née, enfin, de la mort du jeune homme, ben là, c'est un petit peu la même chose. La mort d'Adonis va être représentée par l'anémone qui va redonner naissance à Adonis au travers justement de cette fleur. Le lien entre Adonis et le monde végétal est lié principalement aux deux déesses qui sont ses maîtresses, dont il est amoureux. Mais ça va être surtout le cas principalement pour Perséphone, notamment par rapport à certains aspects du monde de la végétation. Dans le monde des humains, cela va se traduire principalement avec les aromates, l'utilisation d'aromates et la culture de la myrrhe. On verra dans la partie qui va suivre un peu le lien entre la culture des aromates et la myrrhe par rapport à Adonis. Toutefois, on peut y voir une autre lecture également, une autre lecture du mythe, en dehors en fait du fait que Adonis est lié à la végétation, à la culture des aromates et à la myrrhe. Il y a une autre lecture que l'on peut faire, c'est un peu plus en lien avec le jeu de la séduction, avec un peu le jeu, on va dire, de l'amour, mais sans, on va dire, l'amour au sens marital du terme, mais plus au sens un peu adultérin, si on peut dire ça ainsi. Dans cette lecture, en fait, le mythe, on peut le découper en fait en deux séquences, deux catégories. Dans une première séquence, on peut souligner le jeu de séduction entre Myrrha, sa mère, et le propre père de cette dernière. Cette situation est due au fait que Myrrha a été un peu désinvolte par rapport au lien du mariage, si on peut dire ça ainsi. Et surtout, Myrrha représente surtout le côté en fait du mariage un peu bafoué. Et dans une seconde partie, c'est plutôt la séduction dont fait preuve Adonis à l'égard des deux déesses qui sont tombées amoureuses de lui, mais aussi c'est plus, on va dire, un jeu de séduction dont ce dernier a profité par rapport aux avantages qu'il pouvait avoir des deux déesses. Il y a vraiment un lien avec la séduction qui n'est pas toujours très bien expliqué, mais c'est vrai que si on regarde un peu, il y a la séduction par sa mère Myrrha et la séduction par Adonis par rapport justement aux deux déesses. Dans le cadre en fait du fait qu'Adonis est l'amant de deux déesses, ça se caractérise aussi par le fait que celui-ci fait des allers-retours entre le monde des vivants et le monde des morts. Ce que j'essaie de vous expliquer, si on doit regarder cette lecture du mythe sous l'autre angle par rapport à la végétation, c'est que en fait Adonis représente un peu tout ce qui est en lien avec le jeu de la séduction dans la plupart des sens du terme, et on le verra quand on abordera les Adonies, les faits qui sont liés à Adonis, on verra que c'est une forme de séduction qui est plus axée sur le désir physique et pas en dehors du mariage ou par des femmes mariées ou pas par des femmes mariées, peu importe, mais qui est en dehors de la convention en fait du mariage et qui, on va dire, se traduit par le fait que de ces relations, il n'y a pas de procréation derrière. Donc, ce sont, on va dire, des relations plus amantes ou concubines avec des amants, mais pas au sens homme et femme dans un mariage. Donc, il faut bien faire la distinction entre ça. Le lien d'Adonis et du monde végétal se caractérise principalement par les aromates. Si Déméter se caractérise par la fécondité des sols et des récoltes abondantes, Adonis, que l'on considère comme un dieu enfant, se symbolise plus par la stérilité. En effet, ce dieu enfant dont la mort survient dans la fleur de l'âge et qui ne se reproduit pas par conséquent, se traduit par les végétaux qui meurent avant d'avoir donné un fruit quelconque ou une quelconque semence. Bien souvent, on le rapproche de Perséphone par rapport justement à cette notion de stérilité, car tous deux passent une partie de l'année dans les enfers et donc sont considérés comme stériles. Toutefois, il faut souligner que ces deux divinités sont complémentaires d'une certaine manière l'une de l'autre, car dans le cycle végétal, ce sont deux divinités qui, comme je vous l'ai expliqué, ne se reproduisent pas, même si Adonis rentre malgré tout dans le cadre des divinités liées à la céréaliculture, ou à la culture des céréales si on préfère. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que même si Adonis est considéré comme une divinité stérile, entre guillemets, il a quand même
d'une certaine manière un lien avec le monde végétal, car même si ces végétaux ne produisent pas de fruits, ils poussent quand même et ils se régénèrent d'une certaine façon. Donc il y a quand même un lien entre Adonis et le monde végétal de façon générale. Et ces fréquences allers-retours, donc les fréquences allers-retours d'Adonis, le rapprochent du monde souterrain, où on voit en cette divinité une représentation d'une certaine manière des travaux agricoles et donc du renouveau de la terre et des récoltes. Et si vous vous souvenez bien, on en a déjà parlé, mais je le rappelle, il n'y a pas qu'Adonis qui fait des allers-retours dans les enfers, il y a aussi Perséphone. Donc Adonis, d'une certaine manière, est quand même beaucoup plus lié à Perséphone, qui peut l'être d'Aphrodite, du moins sous cet angle et dans cet ensemble-là. Dans le cadre du cycle végétal, mais surtout de l'agriculture, parce qu'on parle bien de l'agriculture dans ce cadre-là, on peut distinguer deux types de végétaux, on va dire grosso modo d'une certaine manière. D'un côté, on a les végétaux crus, humides et froids, comme par exemple la laitue ou les fèves, qui sont des symboles, et surtout la fève, c'est un lien, on va dire, avec le monde des morts, la putréfaction, la moisissure, bref, tout ce qui est en lien un peu avec le négatif. Et d'un autre côté, nous avons les végétaux secs qui brûlent sous le soleil, on va dire caniculaire de l'été, mais qui ont quand même un certain parfum qui symbolise en fait, qui sont symbolisés par les aromates. Souvenez-vous que certains aromates, si vous regardez votre jardin, si vous avez un jardin à la maison, certains aromates, on va dire, ont tendance à pousser beaucoup plus facilement quand il fait très chaud et qu'il fait soleil. En fait, les aromates sont très fortement reliés à Adonis, et surtout les aromates, quand ils sèchent, en fait, ils ont un parfum beaucoup plus fort que quand ils sont, on va dire, frais. Ça dépend, mais globalement, c'est vrai qu'ils ont une odeur beaucoup plus prononcée quand ils sont secs que quand ils sont frais. Dans la civilisation grecque, les aromates sont utilisés de diverses façons. Dans la cuisine, bien entendu, dans la pratique religieuse, surtout aussi, notamment lors des banquets sacrificiels, où la viande, on va dire, de l'animal sacrifié est badigeonnée d'aromates au moment, on va dire, du sacrifice, au moment de la cuisson de la viande, et elle est utilisée aussi dans l'encens, surtout la myrrhe. L'usage, on va dire, des aromates au moment, on va dire, du sacrifice rituel pour les dieux est dû en fait que on raconte que les dieux, alors pour vous expliquer la chose clairement, au moment du sacrifice, quand l'animal est sacrifié et qu'il est cuit, il y a des parfums, quoi que ce soit, on dit que les hommes se nourrissent de la viande, donc on va dire de l'animal en lui-même, et que les dieux se nourrissent, on va dire, de la fumée de la viande, des os et ce genre de choses. Donc pour bien comprendre, on va dire, quel rapport avec les aromates et le sacrifice, c'est justement par rapport à ça. Au moment, on va dire, justement, du sacrifice, du sacrifice, on va dire, rituel pour certains cultes, pour les cultes des dieux, les aromates servent de médiateurs entre les hommes et les dieux dans cette pratique religieuse grecque, et notamment, comme je vous l'ai dit, par rapport au fait qu'on dit que les dieux se nourrissent de la fumée, on va dire, qui se dégage de ces banquets. Par ailleurs, il faut quand même souligner que les aromates, alors plus peut-être la myrrhe, mais surtout les aromates de façon générale, sont également brûlés en l'honneur de certaines divinités, et dans le cas, on va dire, d'Adonis, c'est en l'honneur, on va dire, d'Adonis et d'Aphrodite, qui sont les deux amants, justement, en lien avec le mythe. Par ailleurs, les aromates, mais aussi la myrrhe de façon générale, à laquelle Adonis est rattaché par sa mère, rentrent dans la composition aussi de certains cosmétiques, notamment onguents et surtout parfums. Les aromates prennent alors une dimension, dans ce cas-là, beaucoup plus charnelle. Vous allez me dire quel rapport avec les végétaux. En réalité, les parfums, on va dire, de l'époque, les parfums de cette époque-là sont, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, à base de produits, on va dire, naturels. Donc, aromates, fleurs, ou ce genre de trucs, mais à l'époque, c'était beaucoup les aromates, et il y avait certaines substances qu'on utilisait également dans les parfums, et le parfum a toujours eu plus ou moins un côté négatif, mais à la fois un côté positif, et notamment en lien avec la séduction, en lien avec l'aspect charnel, en lien un peu avec le jeu un peu d'attirance, en fait, si je peux dire ça ainsi. Donc ces produits cosmétiques à base de myrrhe, d'aromates et tout ce que vous voulez sont utilisés dans un premier temps par les courtisanes, dont on suppose que la perversion de l'instinct charnel aboutit, on va dire, à des actes charnels, et j'utilise le mot charnel volontairement, mais qui n'aboutissent pas à la procréation. Donc, il n'y a pas de fécondation derrière. Ces parfums sont utilisés par les adoratrices d'Adonis, on s'en doute bien, pour susciter justement ce fameux
fameux désir charnel. Donc autrement dit, il faut bien comprendre que ces parfums sont utilisés par une certaine catégorie de femmes, donc courtisanes, concubines et compagnie. Toutefois, que ce soit dans le domaine végétal ou que ce soit dans le domaine de la séduction ou du désir charnel, on constate une forme de stérilité, comme je vous l'ai dit et comme je le rappelle, dans le cycle végétal. Adonis est, on va dire, la divinité qui se rattache en fait aux récoltes stériles, autrement dit aux récoltes où il n'y a pas eu, on va dire, de fruits, où il n'y a pas eu, on va dire, de floraison ayant abouti à autre chose et qui meurt avant. Et dans le domaine de la séduction et du désir charnel, c'est, on va dire, que ça n'aboutit pas à la procréation, autrement dit, à la conception d'un enfant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est un cycle en fait qui n'est pas abouti en soi, qu'il n'y a pas, on va dire, de renaissance derrière, si on peut dire ça ainsi. Toutefois, malgré cette stérilité qu'on attribue à Adonis, ce dernier contribue malgré tout au renouveau végétal et notamment avec l'anémone qui fleurit chaque année. Donc autrement dit, même si Adonis est rattaché à cette notion de stérilité, il y a malgré tout une nuance à apporter par rapport à cette notion de stérilité, car il n'y a pas une stérilité totale, il y a une stérilité partielle, notamment avec l'anémone qui renaît tous les ans. Et donc, du coup, on peut se dire que même si il n'y a pas de cycles, on va dire, végétaux avec un renouveau et tout ça, mais qu'il y a une forme de stérilité, il n'y a pas une stérilité totale. Donc, il faut, je pense, beaucoup nuancer, en fait, cette notion de stérilité, même si elle est au cœur, en fait, du culte d'Adonis et surtout, on va dire, de la figure d'Adonis. En revanche, à contrario, le lien entre la Lyre et Adonis, qu'on a déjà vu, mais que je rappelle, la Lyre, c'est surtout en lien avec sa mère, Mira, ne rentre pas, on va dire, dans ce cycle dans ce cycle végétal et du renouveau, on va dire, de ce cycle végétal, car l'aromate qui est la myrrhe, c'est parce que c'est un aromate, mais il est utilisé aussi ailleurs, on l'a vu, car il ne renaît pas, on va dire, tous les ans. Donc, autrement dit, il y a une nuance à apporter quand même à cette forme de renouveau, encore une fois. Certains historiens comparent Adonis, d'une certaine manière, au phénix, vous savez, cet oiseau qui renaît de ses cendres. Et par rapport à cette comparaison, justement, c'est cette capacité de régénération qui est mise en avant et cette régénération périodique presque annuelle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Adonis, si on doit le représenter, c'est un peu comme le phénix, il renaît à un certain moment, à une certaine période. Et du coup, il contribue à une forme de renouveau du monde végétal. Mais comme on vient de le voir, il faut quand même nuancer cette notion de renouveau, car c'est un renouveau qui n'aboutit pas en fait à un fruit, une floraison, des graines ou ce genre de choses. C'est une floraison qui est vouée à mourir avant, on va dire, un âge mature, si on peut dire ça ainsi. Dans le cadre du phénix, parce que c'est cette image que certains historiens ont d'Adonis, il y a, comme je vous l'ai dit, dans le cadre du phénix, on a tendance aussi à l'inscrire dans le cycle végétal par rapport justement à cette capacité de régénération. Alors ça, prenons-le avec des pincettes parce que le phénix, selon où vous allez vous trouver et selon la civilisation dans laquelle vous allez être, c'est un mythe en fait qui a plusieurs significations et qui a plusieurs versions également. Mais comme tout mythe, on va dire, qui existe. À côté, on va dire, de tout cet ensemble du cycle végétal, des aromates et tout ça, il existe aussi des lieux qu'on pourrait qualifier de consacrés à Adonis, c'est-à-dire des lieux sacrés, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les jardins d'Adonis, et donc on va dire des lieux propres qu'on attribue proprement à Adonis. Dans ces jardins, on y cultive 4 types de plantes, le blé et l'orge, donc qu'on peut rapprocher peut-être de Déméter, et la laitue et le fenouil, qu'on pourrait peut-être rapprocher peut-être plus de Perséphone. Mais dans tous les cas de figure, il y a ces 4 espèces cultivées, et la laitue, d'autant plus que Adonis est mort dans un champ de laitue, donc autrement dit, c'est vraiment très, très propre à Adonis. Et le fenouil, on va se demander qu'est-ce que le fenouil fait là. On attribue en fait au fenouil de propriétés aphrodisiaques. Pour vous faire une idée, voilà ce qu'on attribue en fait au fenouil. Quant au blé et l'orge, on peut les mettre en lien, si on pousse un petit peu l'analyse un peu plus loin, on peut les mettre en lien avec Déméter, notamment par rapport au lien justement que Adonis et Déméter entretiennent dans justement ce fameux cycle végétal, mais on pourrait inclure Perséphone aussi dedans quand on regarde bien les choses dans son ensemble, car Déméter est la déesse, on va dire, des cultures céréalières, nous en avions déjà parlé, et justement dans les célébrations de Déméter, c'est justement, on va dire, soit du blé, soit de l'orge qu'on va retrouver pour célébrer la déesse. Donc on peut y voir un lien
qui le rattache à Déméter justement par rapport à ce fameux cycle végétal. À l'inverse de la culture céréalière liée justement à Déméter et qui est célébrée et qui est connue pour sa prospérité chez les Grecs, ces derniers ont parfaitement conscience que les jardins d'Adonis, donc les jardins qui sont liés à Adonis, les lieux sacrés à Adonis, parce qu'il faut bien imaginer que ce sont des lieux sacrés consacrés au dieu et donc qu'on n'a pas le droit d'aller, ou on n'a pas le droit, on va dire, de faire quoi que ce soit. Ces fameux jardins symbolisent plutôt des cultures sans fruits et justement et donc stériles. Donc on retrouve encore à nouveau cette fameuse notion de sans fruits et de stérilité qui est propre en fait à la personne d'Adonis, enfin du moins propre au mythe d'Adonis. Et encore une fois, cela est dû au fait qu'Adonis est mort adolescent, donc qui n'a pas eu le temps de se reproduire, qui n'a pas eu le temps d'avoir une progéniture, et du coup justement c'est ce qui fait de cette divinité une divinité stérile, c'est-à-dire une divinité qui n'a pas pu, on va dire, engendrer quoi que ce soit, et dont dans le cycle végétal, il représente justement ces plants qui n'ont pas eu le temps de s'épanouir, qui n'ont pas eu le temps de fournir le moindre fruit, et du coup qui sont mortes avant, on va dire, l'âge mature. Donc Adonis, c'est vraiment, on va dire, dans le cycle végétal, le lien qui coupe entre naissance, procréation et mort. Et cette stérilité est d'autant plus symbolisée par le fait que les plantes, justement, dans ces fameux jardins, grandissent, alors selon les sources, c'est selon les sources toujours pareil, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, fleurissent à peu près et grandissent pendant une huitaine de jours sous la chaleur du soleil, donc en plein été, avant de se flétrir totalement. Donc imaginez un petit peu dans un état caniculaire comme nous connaissons, des plantes, on va dire, qui s'épanouissent, on va dire, pendant quelques temps, et puis qui finissent par mourir à cause de la chaleur et à cause, on va dire, du côté sec, justement, des sols. Donc c'est exactement ce que ça symbolise, justement, ces fameux jardins d'Adonis. Ces jardins ne représentent donc pas l'agriculture classique comme on peut s'en imaginer, car ils ont un côté assez éphémère, justement par rapport, encore une fois, à cette notion de stérilité. Comme nous l'avons vu pendant toute cette partie, et je réinsiste bien, le culte d'Adonis, son mythe et ses représentations viennent de l'Orient. Nous l'avons vu quand nous avons abordé son mythe. Le mythe d'Adonis n'est pas un mythe grec, c'est un mythe qui vient des Phéniciens et qui finit par s'exporter à un certain moment chez les Grecs. En effet, le mythe d'Adonis n'est pourtant pas inconnu des premiers poètes grecs, mais il y a quand même une nuance à apporter à cela. On peut souligner que le mythe d'Adonis est présent dans un premier temps à Lesbos jusqu'à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ et qui finit par arriver à Athènes à partir du 5e siècle. Donc c'est un culte et un mythe qui arrive assez tardivement. Pourquoi cela arrive tardivement? Parce que dans un premier temps, Adonis n'est pas considéré comme un dieu végétal, donc un peu dans le même genre que Déméter, mais comme un médiateur en fait au désir charnel avant toute chose. Donc déjà dans un premier temps, il n'a pas ce lien avec le végétal. Et de plus, le culte d'Adonis et le mythe, on peut bien se l'imaginer, n'est pas tout à fait adapté à la structure religieuse grecque. Et donc, on peut s'imaginer que pendant tout ce temps où il va stagner dans certaines régions, il va subir quelques modifications afin de s'adapter aux divinités grecques plutôt, pour ensuite être exporté un peu partout. Et dans un premier temps, les chercheurs ont constaté que c'est plutôt dans la région d'Anatolie qui va rester bloqué et aux alentours. Donc, on peut s'imaginer un petit peu que en Anatolie, le culte d'Adonis est présent, puis après il va à Lesbos, puis après il s'exporte à Athènes. Donc, on voit qu'il y a eu une évolution assez lente en fait du culte d'Adonis par rapport justement à d'autres cultes qui se sont implantés beaucoup plus facilement et dont on s'imagine que ce culte, que ce mythe a fait l'objet de plusieurs réécritures, de plusieurs réadaptations afin qu'il rentre un peu dans le moule des mythes grecs que l'on connaît. Par ailleurs, l'introduction du culte d'Adonis est aussi le fait du commerce des aromates et des épices entre les Grecs et les Phéniciens. On l'avait déjà vu, rappelez-vous, avec Hathor, et c'était une hypothèse que j'avais moi-même formulée, que le culte d'Hathor était avant tout un culte de Nubie et qu'il a été exporté bien plus tard en Égypte. Vous avez beaucoup de cultes de divinités, que ce soit grecques, égyptiennes ou autres, qui sont dus justement à des échanges culturels, qui sont dus au commerce, qui sont dus à l'implantation de certaines civilisations à un moment
moment donné dans un endroit donné, et justement ces personnes arrivent avec leur culture, avec leur culte, avec tout un tas de choses, et ce qui fait que ces cultes en fait s'implantent petit à petit à un endroit. Donc on peut s'imaginer que le culte d'Adonis s'est implanté avec le commerce entre les Grecs et les Phéniciens, et qui s'est implanté de façon progressive, probablement avec des Phéniciens qui vivaient sur place. Et ce rôle du commerce justement dans l'implantation du culte d'Adonis est souligné par Hérodote. Hérodote qui est le premier historien que nous connaissons, donc cela prouve bien que le mythe d'Adonis n'est pas grec à proprement parler, mais qu'il a été exporté et importé en Grèce et puis plus tard à Rome, enfin dans le monde romain. Donc on voit bien que les échanges commerciaux, les échanges de civilisation, quelles qu'elles soient, permettent justement l'enrichissement des panthéons, l'enrichissement des cercles religieux, que ce soit en Grèce ou en Égypte, et que justement, c'est ces fameux cercles qui font que les panthéons s'agrandissent et que des cultes nouveaux arrivent, cultes qui sont réadaptés, bien entendu, réadaptés aux structures religieuses sur place, qui se trouvent sur place et qu'on est obligé de réadapter, et surtout que l'on peut vénérer à la manière justement des civilisations qui vivent sur place. Ce qu'il faut bien comprendre dans tout ce que je viens de vous expliquer, c'est que Adonis, avant d'arriver en Grèce, n'était pas une divinité qui était liée au monde végétal, mais qui était liée au monde charnel, à la séduction, et cet aspect végétal va petit à petit se modifier, se transmettre justement dans le monde grec tel que nous le connaissons. Donc dans le monde végétal, Adonis est la divinité qui se rapproche de la stérilité des sols, de la stérilité des cultures, contrairement à Déméter qui est Déméter et Perséphone, qu'on s'entende bien, on va dire la mère et la fille, sont des divinités qui sont plus dans Déméter, culture fructueuse et tout ça, et Perséphone plus dans plutôt tout ce qui serait fin des cultures, tout ce qui serait plutôt dans le domaine, on va dire, de la mort et du renouveau. Mais Adonis serait un peu au milieu de ces deux femmes, dans le sens où il est la parfaite, on va dire, le parfait juste milieu entre les deux, c'est-à-dire que si on doit faire une transposition, Adonis serait peut-être une sorte de compilation entre les deux divinités, à savoir, oui, les végétaux poussent, ils prospèrent, mais ils n'ont pas le temps de donner quoi que ce soit, et donc ils meurent dans la fleur de l'âge, si on peut dire ça ainsi, dans la fleur de l'âge au niveau floraison, on s'entend bien, et qui n'ont pas le temps, on va dire, de fournir de fruits, et donc qui meurent. Et c'est ce qui fait que ça aboutit à la stérilité, on va dire, des plantes. Donc Adonis, dans un premier temps, n'est pas inscrit dans ce cycle végétal, ça viendra bien plus tard, et c'est justement ce qu'il faut bien avoir en tête quand on parle d'Adonis, c'est que oui, il est lié à tout ce qui est aspect charnel, aspect séduction et compagnie, j'utilise le mot charnel volontairement, mais il est aussi lié justement à ce fameux cycle de la végétation par rapport justement au fait que c'est une divinité qui est morte dans la fleur de l'âge, c'est une divinité déjà qui est reliée à un aromate qui est la myrrhe par sa mère Mira, nous en avons parlé dans la première partie, et c'est aussi le dieu qui favorise certains types de plantes, des plantes en fait qui s'épanouissent sous un cadre particulier et dont certaines plantes nécessitent en fait un climat assez particulier. Par exemple les climats, je pense surtout au fait que par rapport à la canicule, je pense surtout. Donc Adonis, il faut bien comprendre que il est à la fois lié à la séduction, à la fois lié au cycle végétal. Dans tous les cas de figure, les deux se complètent assez bien, et que c'est une divinité qu'on pourrait voir de polyvalente, mais une polyvalence qui a ses limites et une polyvalence qui s'essouffle sous certains aspects, notamment sur l'aspect, on va dire, de la séduction. C'est une divinité qui aurait tendance un peu à avoir ses propres limites à ce niveau-là. Même s'il y a une dimension charnelle, voire séductrice dans le culte d'Adonis, la dimension végétale reste quand même très présente, et elle est associée au cycle végétal de Déméter, et notamment par le biais de fêtes et de célébrations en l'honneur de la déesse et de sa fille Perséphone, Thesmophorie, mais aussi un peu en parallèle, si on peut dire ça ainsi, avec des célébrations en l'honneur d'Adonis qui sont les Adonis. Toutefois, les Adonis célèbrent à la fois le cycle végétal qu'on peut retrouver chez Déméter et chez Perséphone d'une certaine manière, mais d'une certaine façon totalement différente, mais également la dimension séductrice et charnelle qui sont associées justement à Adonis. Donc il ne faut pas oublier que si les thesmophories sont célébrées en l'honneur
de Déméter principalement, mais aussi de Perséphone, qui met surtout en avant tout ce qui est autour des récoltes, du mariage, etc. Celles d'Adonis vont être beaucoup plus axées sur d'autres aspects de ce fameux cycle végétal et cette fameuse dimension séductrice et charnelle auquel il est associé. Les thesmophories sont célébrées par les femmes mariées, je précise bien parce que c'est différent pour les Adonis, et épouses de citoyens. Donc autrement dit, les épouses d'étrangers ou d'esclaves ne sont absolument pas du tout concernées, pour ne pas dire, comme je vous l'ai déjà expliqué, mais je le redis, ce sont des catégories de personnes qui n'étaient pas considérées comme des citoyens, c'était des personnes qu'on mettait au banc de la société et qui n'avaient droit strictement à rien. Les thesmophories sont en lien, comme je vous l'ai expliqué, avec le culte de Déméter et de Perséphone dans une certaine mesure, mais elles ont également associé au fameux culte à mystère, notamment avec les mystères d'Éleusis dont on avait déjà parlé et sont en lien avec les thesmophories, donc tout se lie. Quand on met les choses bout à bout, tout se lie. Les femmes mariées participent justement à ces fameuses célébrations et elles se distinguent surtout par leur vertu, par un refus en fait de tout ce qui est autour de certains attraits de la séduction, notamment par exemple l'utilisation d'artifices comme le parfum. Et surtout, ce sont des femmes qui vont se distinguer par rapport au rejet de la débauche. Donc ce sont des femmes où on va saluer plutôt une vertu à la fois morale, à la fois domestique. Bref, on va dire l'image un peu de l'épouse parfaite, de l'épouse du citoyen, on va dire de l'épouse modèle. Si on veut grossir le tableau, c'est un peu ça. Les célébrations des thesmophories prennent un caractère plutôt public avec la présence notamment de processions et les femmes mariées qui participent justement à ces thesmophories portent le titre de Mélissaï, donc Mélissaï, d'où vient le prénom Mélissa, qui signifie abeille. Donc si vous avez une Mélissa dans votre entourage, sachez que son prénom signifie abeille chez les Grecs. A contrario, les Adonis, donc les célébrations liées à Adonis, sont célébrées par les courtisanes, par les concubines, voire les prostituées dans un certain sens, et par des femmes mariées, oui, vous en avez, mais avec des mœurs beaucoup plus libres. On va dire, elles peuvent contraster avec les femmes mariées, mais qui sont plus, on va dire, fidèles, chastes, ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment les femmes mariées avec des mœurs beaucoup plus libres, beaucoup plus légères, et donc ces femmes-là peuvent célébrer les Adonis sans trop de problèmes. Et par rapport justement à ces femmes-là, elles peuvent fêter les Adonis soit avec leurs amants, soit avec leurs clients. Tout dépend de la catégorie de personnes qui fêtent justement les Adonis. Les aspects érotiques et les aspects liés au cycle végétal dans les Adonis vont se mélanger, vont s'entremêler par des manifestations différentes. Les Adonis, selon les historiens et selon les sources que l'on a, sont célébrés vers la mi-juillet, autour de la mi-juillet, pendant les périodes de grosse chaleur, notamment les périodes caniculaires. La célébration, on va dire avec l'aspect érotique des Adonis, ne se fait pas dans un lieu particulier, dans un lieu bien défini, dans un temple, dans un sanctuaire, j'entends bien ce genre de choses, elle va plutôt se faire un peu avec un caractère privé. Donc autrement dit, plutôt soit chez soi, soit dans des lieux peut-être un peu plus particuliers, mais il n'y a pas d'endroit particulier où ceux qui font la fête des Adonis peuvent se réunir, et les adoratrices d'Adonis elles-mêmes ne se réunissent pas justement dans ces fameux lieux. Donc partez du principe que les Adonis, qui sont les fêtes propres à Adonis, ne se fêtent pas, ne se célèbrent pas dans un lieu défini. Ça a un caractère extrêmement privé et ce n'est pas public comme les thesmophories par exemple. L'aspect végétal des Adonis va se traduire de différentes manières. Et selon les historiens et les sources que l'on possède, va surtout mettre en avant les semences infertiles, on en avait déjà parlé, stériles, que l'on va trouver dans les jardins d'Adonis. On en a parlé dans la partie précédente, ce sont ces fameux lieux consacrés à Adonis, ces fameux lieux sacrés où peu de gens peuvent rentrer, nous pouvons tout aussi bien nous l'imaginer. Et ces plants sont alors transportés par les femmes
qui fêtent justement les Adonis, elles sont transportées sur les toits des maisons et exposées à la lumière du soleil, mais le soleil, on va dire, tapant, le soleil, on va dire, bien caniculaire, de sorte à ce que ces plants se dessèchent. Donc on parle bien des plants qui n'ont pas produit de fruits, hein, parce que ceux-là, il ne faut pas les toucher. Ce sont les plants, on va dire, que l'on qualifie de stériles, ceux qui sont, on va dire, presque morts avant d'avoir produit quoi que ce soit. On va faire en sorte qu'ils se dessèchent au bout d'un certain moment, et ces fameuses plantes desséchées, soit elles vont être jetées dans de l'eau froide qui provenant de sources, on va dire, à proximité, soit à la mer. Donc, on voit bien le lien entre le mythe d'Adonis et les dimensions qu'on lui accorde. Par la mer, vous avez le côté humide, le côté froid, qui sont symbolisés par exemple dans les jardins d'Adonis avec la laitue et le fenouil. Et vous avez le côté sec, le côté chaud, qui vont être représentés par les aromates, par le blé, par l'orge. Et du coup, on voit toute la dimension, toute la symbolique, justement, autour de la célébration d'Adonis. Et par ailleurs, les Adonis, certains historiens ont souligné ceci, c'est que les Adonis coïncident un petit peu avec le moment où la myrrhe peut être récoltée et transformée en encens. Parce que vous vous doutez bien que on transformait la myrrhe en encens, on ne le faisait pas brûler n'importe comment, parce que c'était quelque chose quand même qui était sacré et qui était utilisé dans toutes sortes d'aspects. Et du coup, on peut se demander justement si les Adonis et le mythe d'Adonis peut ne pas être en lien l'un avec l'autre. Bien sûr que si, parce que la myrrhe est liée à sa mère Myrrha. Les aromates et les fleurs séchées sont en rapport avec justement le fait qu'Adonis est mort dans la fleur de l'âge sans avoir produit quoi que ce soit, sans avoir produit de fruits. Et si vous remarquez bien, les aromates ne produisent pas de fruits, ce sont des plantes, bon, déjà aromatiques, mais ce sont des plantes qui n'ont pas de fruits. Si elles ne sont pas cueillies, elles y si elles meurent. Et en général, très souvent, elles ne survivent pas. Donc, c'est vrai que si on regarde un peu le cycle un peu botanique et tout ça, on peut voir un petit peu le contraste entre la célébration des Adonis, la récolte de la myrrhe, le contraste qu'il y a avec les thesmophories. On peut faire un lien justement par rapport à ce genre de choses. Et toutes ces données nous permettent un peu de faire une opposition entre les thesmophories et les Adonis. Les thesmophories vont être célébrées, c'est-à-dire par une certaine catégorie de personnes, même si les deux font partie, on va dire, du paysage à la fois social et religieux de la société grecque du moment, mais les thesmophories vont concerner surtout une catégorie de personnes, c'est-à-dire les femmes mariées, les femmes, on va dire, au foyer, qui sont, on va dire, pieuses, qui sont de bonnes ménagères, enfin ce genre de choses. Et les Adonis vont plutôt concerner des femmes avec des mœurs beaucoup plus libérées, peut-être plus en lien avec le dieu lui-même, qui avait deux maîtresses. Et surtout, ça reflète un peu le côté à la fois végétal avec sa mort qui est à la fois liée à la laitue, champ de laitue dans lequel il décède, et à l'anémone, cette fameuse fleur dont le sang d'Adonis a donné naissance. On voit quand même le lien entre la légèreté un peu de la figure d'Adonis et les symboles qui y sont rattachés. Par ailleurs, les thesmophories ont duré jusqu'au deuxième millénaire, alors que les Adonis ont plutôt été le fait d'une cité particulière et d'un temps particulier. Donc on peut supposer que les Adonis n'étaient pas célébrés tout le temps, et elles étaient célébrées peut-être à un certain moment de la société grecque. Donc il faut quand même faire très attention quand on compare des célébrations divines comme les thesmophories, les Adonis ou ce genre de choses, car ce n'est pas des célébrations qui sont faites de façon généralisée ou qui sont faites, on va dire, jusqu'à un certain moment. Ce que l'on peut dire d'Adonis, c'est que c'est une divinité assez particulière, surtout quand on veut l'inscrire dans le cycle végétal. Dans le cycle végétal, il pourrait être placé, comme je vous l'ai dit et que je vous le répète, il pourrait être placé presque au milieu entre Déméter et Perséphone. Déméter est la déesse de la culture céréalière, celle qui nourrit les hommes, que l'on rapproche très souvent d'une déesse mère. Perséphone est la déesse surtout, une déesse du monde souterrain, mais qui a tendance à faire un peu l'aller-retour
toujours entre le monde des vivants et le monde des morts. On avait déjà abordé, rappelez-vous, le cas de l'enlèvement de Perséphone. Justement, Perséphone est une divinité qui est un petit peu en transition par rapport à ça. Et Adonis pourrait être en fait la divinité qu'on pourrait placer au centre en fait de ces deux déesses, car non seulement c'est une divinité qui fait l'aller-retour exactement comme Perséphone du monde des vivants au monde des morts. C'est une divinité qui contribue au cycle végétal parce que, oui, les végétaux qui naissent dans les jardins d'Adonis grandissent, fleurissent, mais là où s'arrête, on va dire, le cycle végétal pour Adonis, c'est que, justement, par rapport à ce fameux cycle végétal, les plants qui poussent en fait dans les fameux jardins d'Adonis, très généralement on considère qu'ils vont mourir avant de donner quoi que ce soit. Donc on voit très bien qu'Adonis c'est ce dieu, oui, qui contribue à la fertilité, qui contribue à tout ça, mais une fertilité stérile en fait. Cette notion de stérilité, elle est rattachée à Adonis, elle est énormément rattachée à cette divinité, et c'est vrai que quelque part ça pourrait être un peu l'entre-deux, le chaînon manquant qui aurait pu manquer entre Déméter et Perséphone. Donc c'est vrai qu'Adonis conjugue énormément d'aspects, de grands aspects. Il est lié à la fois à la séduction, au désir charnel, à l'acte charnel, mais encore une fois, il a ses limites, c'est-à-dire que justement, même dans cette dimension-là, la stérilité ne va pas être bien loin, car non seulement le dieu, on l'a vu quand on a abordé le mythe, est mort en étant adolescent, donc il n'a pas pu procréer ou se reproduire. Donc c'est ce qui fait que Adonis est un petit peu l'image en fait de ces divinités qui malheureusement meurent avant de pouvoir avoir concrétisé quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est une divinité qui est assez ambiguë par rapport à ça, et peut-être aussi assez mal connue. On le rapproche beaucoup de Déméter, de Perséphone, mais aussi d'Aphrodite, quand il est avec Aphrodite dans le monde des vivants, et c'est cet aspect séducteur, un peu désir charnel qui sont reliés entre Adonis et Aphrodite. C'est justement là où on va mettre le plus d'accent, mais il faut pas oublier que c'est une divinité qui est relativement ambiguë dans ses aspects, dans ses attributions. Certains historiens le rapprochent en fait de l'Osiris égyptien. Alors, je vais apporter une petite nuance et je vous invite à aller voir l'épisode sur Osiris pour comprendre exactement ce que je veux vous dire. Osiris, c'est vrai qu'il a un petit peu ce caractère monde vivant, monde des morts. Rappelez-vous, nous l'avions abordé lors de cet épisode, mais je vais le rappeler quand même très brièvement. Osiris était un dieu vivant avant d'être le dieu des morts. Il a été ressuscité par des procédés magiques avec Isis et Anubis. Il a été ressuscité et c'est vrai qu'il a un statut assez ambigu à la fois dans le monde des vivants et le monde des morts. Là où on va peut-être le plus le rapprocher, c'est par rapport au cycle de la végétation. Osiris quand il est décédé, n'ayant pas donné d'héritier à Isis, Isis a conçu Horus par un certain procédé. Je vous invite à aller voir l'épisode pour bien le comprendre. Donc, il n'a pas conçu en fait d'héritier quand il était de son vivant. C'est post-mortem en fait qu'il a contribué, on va dire, à la naissance d'Horus. Et justement, le rapprocher d'Adonis est à la fois très vrai et à la fois peut-être très maladroit. Oui, Osiris contribue au cycle végétal en Égypte, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que Osiris est relié au limon fertile du Nil. Chaque année, il y avait une crue du Nil qui apportait un limon fertile, et ce limon était utilisé dans les cultures. Et ce limon était souvent lié à Osiris, parce que c'était le limon qui apportait aux Égyptiens en fait tout ce qu'il fallait pour nourrir la terre, pour que les cultures soient fertiles, etc., etc. Il est lié plutôt au renouveau de la terre, mais au renouveau fertile et prospère. Donc on pourrait peut-être plus le rapprocher de Déméter que d'Adonis. Mais ce n'est pas totalement faux dans le sens où les deux sont morts sans avoir donné d'héritier. Les deux ont rené d'une certaine manière. Adonis par le biais de l'anémone est relié à certaines plantes, et Osiris a rené d'une certaine manière avec l'aide d'Anubis et d'Isis, et il gouverne le royaume des morts, et il y a des célébrations qui sont propres aussi à Osiris et qui garantissent, qui
qui garantissent, selon les sources, la prospérité en fait des récoltes pour l'année. Donc il y a tout un procédé autour d'Osiris qui est là. Je vous invite à aller voir l'épisode sur Osiris. Je vous invite très fortement à aller le voir si vous voulez avoir plus de détails, du moins les détails que j'ai pu relever. Mais ce n'est pas totalement faux de les lier, mais ça peut être un peu maladroit sur certains aspects. Osiris n'est pas lié par exemple au désir charnel, il n'est pas lié du tout à ça. Lui, ça va être vraiment tout ce qui va concerner le cycle végétal, le cycle du renouveau des céréales, des cultures, tout ce genre de choses. Adonis, il va avoir cet aspect, mais ça va être le renouveau végétal au sens plutôt stérile, au sens improductif. Ces plants en fait qui poussent mais qui ne donnent rien, qui meurent par des gelées, par forte chaleur. Donc il faut quand même très nuancer, je pense, cet aspect-là, parce que justement, quand on met côte à côte les deux divinités, on s'aperçoit que oui, au premier abord, il y a des concordances, mais quand on creuse un peu, ce n'est pas totalement des divinités qui pourraient être mises l'une à côté de l'autre et qui pourraient être rapprochées. Donc, on peut les rapprocher sans vraiment le faire. Moi, j'aurais plutôt tendance à titre, peut-être par rapport aux recherches que j'ai faites, à le rapprocher plus de Déméter, d'une certaine façon, mais peut-être pas Adonis, ou du moins pas sur l'entièreté de la chose. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé. J'avoue que d'avoir travaillé sur Adonis, ça a été très compliqué pour moi parce que c'est une divinité qui n'est pas forcément très connue et puis c'est un mythe qui est connu à la fois chez les Phéniciens et chez les Grecs et très souvent, on l'a vu, il y a eu des remaniements, il y a eu tout un tas de choses, mais enfin le tronc commun du mythe a été gardé fort heureusement, mais c'est vrai que c'était pas un sujet très facile et c'est un sujet que j'ai trouvé assez lourd quand même à travailler, mais bon, j'espère que ça vous aura quand même intéressé, que vous aurez appris des choses, que peut-être vous aurez appris des nouvelles choses par rapport à cette divinité qui n'est pas grecque en soi, qui est phénicienne d'origine, mais qui peut être intéressante si on s'intéresse au cycle végétal, à l'image du cycle végétal dans la mythologie grecque, voire peut-être dans la Grèce antique ou dans la religion grecque. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous.